Élève en classe de terminale A, alors cette capsule vidéo, elle est faite pour toi. Dans la leçon 1, certainement, tu as dû voir ce que c'est que la philosophie médiévale. Philosophie médiévale, ce qu'on pourrait encore appeler la philosophie de la période du Moyen-Âge. Aujourd'hui, à la leçon numéro 2, classe terminale A, nous abordons la philosophie moderne. Et la philosophie moderne, elle s'articule autour de trois principales doctrines, à savoir le rationalisme, ensuite l'empirisme et enfin l'existentialisme. Bien. C'est quoi le rationalisme? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le concept rationalisme vient du latin rationalis, qui signifie doué de raison ou encore raisonnable. Suivant cette logique, donc, le rationalisme se présente comme une philosophie qui voit en la raison l'unique faculté capable de permettre à l'être humain d'accéder à la connaissance certaine. Parmi les facultés, on le sait, l'être humain a plusieurs facultés, à savoir les sens, l'émotion et même l'intuition. Mais pourtant, pour les rationalistes, à l'instar de René Descartes, il n'y a que la raison qui est seule apte à conduire méthodiquement et sûrement, selon Descartes, l'être humain à la vérité. Dans son sens courant, le rationalisme peut être compris comme étant une attitude de l'esprit qui témoigne de la confiance dans la capacité à atteindre la vérité. Ainsi donc, l'homme rationnel, c'est celui-là qui s'oppose à l'obscurantisme et à la superstition. C'est celui qui fait preuve d'esprit critique. Autrement dit, l'être humain rationnel, comme son nom l'indique, c'est celui-là qui repose avant tout l'ensemble de ses réflexions, l'ensemble de ses décisions sur la raison seule. Il s'oppose dans la superstition et à l'obscurantisme. Il refuse également par là le dogmatisme. Dans son sens philosophique, le rationalisme peut être compris comme étant un courant de pensée qui considère la raison comme étant la seule source de toutes nos connaissances. Dans la période moderne, on passe donc de la prédominance de la religion de l'Église, comme nous l'avons très bien compris dans la leçon numéro 1, où ce qu'il fallait avant tout, disons, entre autres choses à comprendre, ce qu'il fallait comprendre, c'était que c'est l'Église, voire même la foi, ou dans une certaine mesure Dieu, qui oriente toutes les réflexions, qui est la source de toutes les solutions, toutes les réponses aux questions existentielles de l'être humain. Dans le rationalisme, en revanche, on assiste plutôt à une quasi-divinisation de la raison. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au lieu de considérer Dieu comme étant celui-là qui donnait des réponses aux questions des êtres humains, là, on se réfère plutôt à la raison, à la réflexion personnelle pour trouver des solutions aux difficultés et même aux questions que l'homme se pose. C'est encore pour cela que René Descartes va dire plus tard, va dire encore cette même citation, le bon sens est la chose du monde, la mieux partagée. Et il ajoutera, parlant toujours de la raison, la puissance de bien juger et de distinguer le vrai d'avec le faux, qui est proprement ce qu'on nomme le bon sens, où la raison est naturellement présente égale en tous les hommes. Ainsi, le rationalisme s'oppose donc à plusieurs doctrines, à savoir le mysticisme, l'empirisme, mais aussi le scepticisme. L'homme rationnel, c'est donc celui-là qui s'oppose à l'obscurantisme, à la superstition et opte donc uniquement pour l'esprit critique comme seule voie, comme seul moyen pour pouvoir accéder à la connaissance vraie. Seulement, cette doctrine ne va pas faire l'unanimité. Bien sûr, il y aura donc d'autres philosophes qui vont remettre en question cette réflexion, cette conception d'après laquelle donc, la raison serait la source de toutes nos connaissances. Et ces philosophes-là, parmi ces philosophes-là, il y aura ceux qu'on va qualifier d'empiristes. Ces empiristes-là qui, au lieu de baser le début ou alors le fondement de la connaissance sur la raison, sur les idées, vont plutôt préférer faire reposer, faire asseoir les jalons de la connaissance sur les sens, sur l'expérience sensible. C'est ainsi qu'on va donc parler de l'empirisme. L'empirisme donc vient du latin imperia, qui signifie expérience. Ainsi, la doctrine empiriste en philosophie stipule que toutes nos connaissances, nous l'avons dit, dérivent de l'observation sensible, dérivent de l'expérience. L'expérience sensible constitue donc le fondement de mes connaissances. Cela signifie en d'autres termes que les idées
telles que conçues par les rationalistes, ne sont en quelque sorte que la résultante des informations présentées par les sens, des informations perçues par les sens. Bien que cette doctrine soit présente déjà depuis l'Antiquité avec Aristote, on le sait, Aristote a aussi, contrairement à son maître Platon, privilégié l'importance de l'expérience, l'importance de la sensibilité dans la connaissance. Ce n'est qu'en réalité en Angleterre, et ce, au XVIIe siècle, avec les philosophes comme John Locke, oui, Francis Bacon et aussi Berkeley, que l'empiriste va véritablement, disons, connaître un succès, disons, retentissant. Pour les empiristes, donc, les idées a priori, principes chers aux rationalistes, est une absurdité. Pourquoi? Et nous l'expliquons. Les idées a priori, ce sont des idées qui naissent indépendamment de l'expérience. Ce sont des idées, disons, qui se produisent d'elles-mêmes, sans recours ou sans liaison à la sensibilité. Ce qui est une absurdité pour les empiristes. Les empiristes, au contraire, conçoivent les idées a priori comme étant en réalité, disons, les informations, oui, ou alors les impressions provenant de l'expérience sensible. Oui, c'est comme ça qu'il faut comprendre cela. Ainsi, dans l'esprit humain, selon ces empiristes-là, est comme une table rase, un morceau de cire. Cela signifie quoi? Cela signifie encore qu'à la naissance, l'être humain est considéré, selon les termes, que l'être humain est considéré comme étant une table rase. Table rase sur laquelle, en fonction des expériences que chaque être humain vit, il y a comme des informations, il y a comme de l'expérience qui est acquise. Et au travers de ces expériences-là, au travers de ces acquisitions-là, jaillit ou naît maintenant en être humain le savoir. John Locke dira donc un peu plus tard qu'il n'y a rien dans l'intelligence qui n'ait d'abord été dans les sens. De l'avis des empiristes, tout commence par les sens. Selon les mots de John Locke, dans le processus de la connaissance, l'esprit humain est passif. Il est comme un réceptacle pour les informations venues du monde extérieur. Il accueille et enregistre les perceptions dès qu'il est en contact avec le corps extérieur. Ça revient à ce que nous expliquons. Les idées telles qu'elles existent dans notre esprit, dans notre cerveau, dans notre raison, ne sont en réalité que la résultante, ou alors le résultat de ce que nos sens, des informations que nos sens nous font comprendre, alors nous font acquérir. Oui. Nous avons également, après ces deux doctrines, disons, très importantes, une doctrine et pas des moindres, celle de l'existentialisme. Parce qu'on le sait, la particularité de la période moderne, c'est que les philosophes ou les êtres humains revendiquent le fait de pouvoir être maîtres de leur propre destin. Et par conséquent, mettre dans le côté la foi, et Dieu, pour donc prendre les pleins pouvoirs sur leur destinée. Et ce désir-là va justement se matérialiser à travers cette doctrine que nous connaissons très bien, à savoir l'existentialisme. L'existentialisme, encore appelé une philosophie existentielle, se révèle comme une doctrine philosophique qui prend l'existence humaine pour le centre intérieur de son étude et met au premier plan l'existence au lieu de l'essence. L'étude d'un tel courant est assez simple. Il s'agit d'amener l'homme à écarter les influences externes et à lui laisser décider de sa destinée. Ce courant repose sur une citation assez célèbre de Jean-Paul Sartre, d'après laquelle l'existence précède l'essence. Qu'est-ce que ça veut dire? Il s'agit ici de comprendre qu'en fait, l'homme tel qu'il se définit, l'existence précède l'essence. Cela signifie qu'on existe avant de se donner une nature. Il n'y a pas de nature prédéfinie en fait. Cela a surtout pour objectif de remettre en question les concepts de destinée tels que le présentent, oui, les religions dites révélées comme le christianisme. Donc le destin n'existe pas. Le destin n'existe pas. Et donc, dans l'existentialisme, dans ces citations, on comprend surtout que c'est l'être humain, après être venu au monde, qui décide de la destinée ou de la direction à donner à sa propre vie. Il n'y a donc pas de destinée unique ou prédéfinie d'avance.
Au sens philosophique, l'essence, c'est ce qui fait la particularité d'une chose. On peut aussi parler d'ipséité, ce qui fait donc l'identité propre. L'existence, en revanche, est la manifestation extérieure, le fait de s'extérioriser, le fait de sortir. Cependant, exister est donc différent d'être. On pourra donc dire que les choses sont, mais seuls les hommes existent. En ce sens que les hommes sont capables de donner un sens précis à leur vie. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Nous espérons que la période moderne, à travers ces trois courants, vous semble plus claire et plus abordable. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Nous y répondrons certainement. D'ici là, n'hésitez pas à liker, partager et bien sûr à vous abonner. À la prochaine.